ici Julien Pillot pour la Semaine internationale du bonheur au travail. Je suis enseignant-chercheur en économie à l'INSEC Grande École et je suis également chercheur associé au CNRS. Et je suis spécialiste de l'économie numérique, des stratégies concurrentielles et d'innovation, à la fois au niveau des produits et des usages. Mais je m'intéresse également beaucoup à l'analyse des politiques publiques, notamment celles qui sont à portée économique, mais aussi sociale et environnementale. Alors, on pourrait parler des incertitudes macroéconomiques, par exemple, qui sont très fortes aujourd'hui autour de la récession et de l'ampleur de la récession, en fait, de la crise post-Covid, avec des effets en cascade qui sont attendus. Si les entreprises qui sont par ailleurs des fournisseurs ou des clients font défaut, il peut y avoir des propagations qui sont très fortes dans la sphère réelle, mais également peut-être jusqu'à la sphère financière. Il y aura peut-être aussi des changements à attendre en matière de choix de consommation, mais aussi d'allocation productive de la part des entreprises. D'autre côté, il y a aussi une révolution technologique qui est toujours là, tel un serpent de mer, et qui s'impose un petit peu à toutes les entreprises, notamment en matière de cohabitation avec l'intelligence artificielle, qui va venir modifier en profondeur les compétences et les métiers qui sont nécessaires pour tout simplement œuvrer à une tâche productive en entreprise aujourd'hui. Et à cela se conjugue un autre problème managérial cette fois-ci, qui est la gestion de la révolution générationnelle, avec une sortie progressive de la génération du baby-boom du marché du travail, qui va être remplacée progressivement par la génération Y, Z, qui est une génération avec des aspirations très différentes et qui nécessite des approches managériales qui sont aussi différentes. Mais en fait, je crois que tout bien réfléchi, le principal changement qui va s'imposer à toute la société, à toutes les entreprises, c'est le changement climatique. Parce que là, on a la mère des batailles. Si on perd cette bataille-là, on perd toutes les autres. Et toutes les autres questions économiques et managériales deviennent vaines. Les enjeux, ils sont colossaux et ils sont transversaux en matière de changement climatique. Parce qu'il faut bien comprendre que le changement climatique, il a de multiples répercussions, notamment des répercussions qui sont beaucoup plus larges qu'on ne pourrait l'imaginer de prime abord. C'est par exemple la montée des eaux qui va rendre inhabitable de nombreuses zones côtières, en Californie, en Floride. On a déjà vu que l'Indonésie envisage de déménager sa capitale Jakarta vers Bornéo, parce qu'ils anticipent que Jakarta sera sous l'eau d'ici 2050. Donc ce ne sont pas des petits changements qui s'annoncent. Mais ce sont aussi des récoltes qui vont être réduites et peut-être avec des qualités nutritives qui seront moindres. Ce sont aussi peut-être des écosystèmes entiers qui pourraient s'effondrer et des tensions qui seront exacerbées du coup par la réfaction des ressources que ça va engendrer. Et tout ça va entraîner des déplacements de population qui seront importants, qui seront massifs, et ça va se traduire aussi pour les entreprises par des points de croissance en moins. Et donc, il faut vraiment qu'on œuvre tous collectivement, individus, consommateurs, travailleurs, employeurs, à limiter la portée du changement climatique. Et ce changement se fera peut-être aussi sous l'impulsion des États, mais il se réalisera, j'en suis persuadé, à l'échelle des entreprises. Au niveau de l'offre, par exemple, si on prend un tableau très macroéconomique au niveau des entreprises, il va falloir revoir en profondeur ce triptyque mortifère qui est surexploitation, surproduction et surconsommation, parce que l'origine du problème est à ce niveau-là. Mais attention, ça veut absolument pas dire, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, qu'il faut renoncer à la croissance. Ça veut surtout dire qu'il faut sortir du cercle vicieux des modèles de croissance fondés sur les volumes, de type low cost, low price, etc. et renouer enfin avec la qualité et les marges fortes. En fait, il faut substituer un effet prix à un effet volume. Et cela devra se faire avec le concours de politiques volontaires, je le disais tout à l'heure, de droits contraignants qui accompagnent les entreprises dans ce mouvement de transformation, mais aussi par une prise de conscience des marchés financiers et des entrepreneurs qui devront soutenir en fait les entreprises de la sphère réelle qui œuvrent en ce sens. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience générale du problème du changement climatique et je suis plutôt optimiste sur ce qui va être fait au niveau des entreprises, mais également au niveau de la réglementation dans les prochaines années. Il semble vraiment très important de marteler le fait que le changement climatique, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Il va vraiment s'imposer à nous, ne serait-ce qu'à cause des gaz à effet de serre qui sont déjà accumulés dans l'atmosphère. En fait, tout ce que nous pourrons faire en agissant collectivement, c'est en limiter l'ampleur, ce qui est déjà pas mal, nous en conviendrons. En fait, il faut comprendre qu'on est tous et toutes engagés dans une course contre la montre pour améliorer notre empreinte environnementale. Nous devons œuvrer à davantage d'efficacité, de sobriété et de substitution énergétique. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette course, c'est pas un sprint. Il ne s'agit pas de changer, de tout changer du jour au lendemain. Et nous en serions d'ailleurs bien incapables. On est plutôt dans un marathon
En ce sens où même si le temps nous est compté, les efforts de transformation sont, eux, à échelonner sur plusieurs années. Et c'est valable évidemment pour les entreprises. Donc les entreprises doivent s'interroger dès aujourd'hui sur la façon de transformer leur business model de façon à améliorer leur empreinte environnementale et d'aller bien au-delà, en fait, du greenwashing habituel pour devenir réellement un acteur du changement. Eh bien, ça veut dire quoi? Et c'est là que je vais répondre à votre question. Ça veut dire que à chaque étape de votre processus de production, et ce, qu'importe le métier que vous exercez, le produit que vous fournissez aux clients, il faut que vous vous posiez les questions de savoir si celui-ci, ce processus de production pourrait être fait différemment. Par exemple, existe-t-il d'autres fournisseurs plus éco-responsables ou moins éloignés géographiquement? Comment puis-je améliorer l'empreinte de mon produit ou service? Comment en améliorer la durabilité? Comment lutter contre l'obsolescence programmée? Le présentiel au niveau de l'entreprise, est-ce qu'il est indispensable? Eh bien, on a de premières études économiques qui montrent déjà qu'il y a des gains de compétitivité au bénéfice d'entreprises qui ont entrepris ce genre de démarche. Des avantages qu'on peut mesurer en matière de maîtrise des coûts, de profitabilité, comme par exemple pour le fournisseur d'énergie danois qui s'appelle Ørsted et qui a pris l'initiative de ne plus proposer que des énergies renouvelables. On voit aussi d'autres types d'avantages, notamment en matière de capacité innovative et la capacité de conquérir de nouveaux marchés de niche qui demain pourraient devenir des marchés mainstream. Je pense notamment à une entreprise qui s'appelle Frugalpack qui propose déjà en fait de nombreux contenants pour liquide en papier recyclé, comme des tasses à café ou des bouteilles de vin en papier recyclé. C'est assez remarquable et demain ça pourrait être vraiment un marché très porteur. Et enfin, un dernier avantage qui me vient à l'esprit suite à des études économiques qui ont pu être menées, c'est qu'on observe des gains en matière d'engagement des parties prenantes, notamment des investisseurs, mais aussi des gains en termes de motivation des employés. Pour les entreprises qui sont réellement engagées dans une démarche de changement autour de la lutte contre le changement climatique. Vous vous rappelez, on en parlait un petit peu tout à l'heure, les employés qui sont de plus en plus volatiles et en quête de sens avec cette génération Y et Z, eh bien, si vous arrivez à améliorer leur motivation, si vous avez de premières études qui montrent que vous allez avoir, grâce à cette option, grâce à cette action de transformation de votre business model, la possibilité en fait de marier pratique responsable et motivation et engagement de vos salariés, notamment chez les plus jeunes, vous allez pouvoir limiter vos frais liés au turnover exacerbé et protéger vos compétences et redonner du sens à votre travail. Elle est peut-être là en fait, la recette du bonheur au travail.